Bonjour, c'est Décideur TV. Vous êtes sur Décideur TV pour Lex Inside. Au programme de ce numéro, on va parler des amendements sur les cryptoactifs dans le cadre du projet de loi de finances 2022. On parlera également véhicules autonomes et enfin sécurité de l'information. Pour débuter cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Marie Pecoraro, associée au sein du cabinet UGGC Avocats, pour parler des enjeux des cryptoactifs, des amendements qui sont contenus dans le projet de loi de finances 2022. Anne-Marie, bonjour. Bonjour Arnaud. En quoi consistent ces amendements ? Arnaud, on doit se replacer dans le contexte de flou, finalement, des réglementations autour des crypto-monnaies. On connaît les cryptoactifs, et les cryptoactifs comprennent les crypto-monnaies, les NFT, sans doute des formes encore évolutives. Donc nous avons dans nos textes des réglementations qui peuvent régir des transactions sur les crypto-monnaies, la fiscalité qui leur est applicable. La question s'est posée de savoir s'il était prématuré ou pas de structurer déjà une réglementation sur les NFT. Donc on a eu un parlementaire, Monsieur Persson, qui a proposé une réglementation sur les NFT au sein d'un amendement qui, depuis, a été retiré. Je le précise parce que, effectivement, c'était un amendement assez avancé et qui n'a pas été refusé, mais peut-être qui a été jugé, comme je le disais, prématuré, parce que nous n'avons pas encore de régime juridique des NFT. Alors, était-il déjà temps de proposer au sein de la loi de finances un régime fiscal ? Donc, c'est un moment un peu clé, finalement, des débats de la loi de finances sur les cryptoactifs. Et puis, il y a une valse des amendements proposés, discutés, retirés. Et le dernier état de la situation est que deux amendements qui ne sont ni refusés ni retirés sont néanmoins en suspens pour des raisons de procédure. C'est-à-dire que les deux amendements que je vais vous décrire, s'ils étaient restés dans le texte, auraient pu être applicables en 2023. Mais ce n'est pas le souhait finalement de ces promoteurs qui ont préféré les retirer du texte pour les réinsérer ultérieurement à un autre niveau de la procédure, ce qui permet éventuellement, le cas échéant, s'ils sont votés, de les valider en 2022. Alors quels sont ces amendements ? Nous en sommes là. Ils reviennent entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Les deux amendements ont vocation à organiser une fiscalité plus sécurisée et plus stable pour les transferts de cryptoactifs qui, d'une part, concerneraient des particuliers, et d'autre part concernerait des personnes qui exerceraient ces transactions de manière plus habituelle et quasi professionnelle. Alors, les particuliers ont quand même la possibilité aujourd'hui de voir les transactions qu'ils effectueraient traitées sous l'imposition de ce qu'on appelle couramment, communément, la flat tax. Donc on sait que c'est une imposition à 30% qui a été votée pour être plus avantageuse que le droit commun qui se serait appliqué par défaut. Alors, le progrès, ce serait de permettre aux particuliers de pouvoir opter dans le cadre de leur déclaration d'impôt sur le revenu. Ils pourraient prendre une option pour revenir à leur taux d'imposition à l'impôt sur le revenu pour l'hypothèse où, ayant des revenus qui susciterait un impôt sur le revenu inférieur à celui de la flat tax et du prélèvement forfaitaire unique, eh bien ce serait plus intéressant pour eux. Donc c'est un amendement qui a des chances d'être voté, qui concernera donc les transactions sur les cryptoactifs pour des particuliers qui pourront opter. L'autre amendement concerne des personnes qui pratiqueraient de telles transactions de manière plus habituelle. Alors, habituel, aujourd'hui, de nouveau, il y a un flou. Quels sont les critères de l'activité habituelle, professionnelle ? On se fonde plutôt massivement sur des critères de nature quantitative. Mais qui dit quantitatif dit finalement peu substantiel au final. C'est-à-dire, sur un marché où les transactions sont plus fréquentes, plus rapides, un marché volatile, est-il encore pertinent de se fonder sur un critère purement quantitatif ? Donc, on regarde ce qui se passe du côté des opérations en bourse et on fait référence également à des critères qualitatifs, par exemple l'organisation de la personne, les outils, la prédominance éventuelle des revenus par rapport aux autres revenus du foyer et de manière additionnelle également les revenus, les conditions qualitatives, et tout ça pour dire au final que cela permettrait une imposition au BNC.
Concrètement, avec ces dispositions, est-ce que les détenteurs de cryptoactifs seront plus sereins? Oui, parce que le flou, de toute façon, sans porter de jugement sur une législation, le flou n'est jamais un atout légalement. Ça ne peut être qu'une source de troubles, finalement, d'insécurité, et au surplus dans un domaine où là, nous sommes encore une fois en train de parler de la fiscalité des cryptoactifs qui comprennent les NFT, mais lesquels ne sont pas définis dans la loi. Justement, vous évoquez les NFT. Qu'en est-il? Est-ce qu'il y aura une définition au cours de ces débats? Alors, la réalité va très vite et il importerait de ne pas fixer des définitions qui soient aussitôt dépassées. Je pense que c'est la raison pour laquelle, de manière à être prospectif, une mission est lancée par le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, alors évidemment sous un éclairage de propriété intellectuelle, mais cette mission a vu le jour le 2 novembre 2021. Et ces conclusions sur les NFT sont attendues en juin 2022. Donc cette mission, par exemple, propose une définition des NFT. Mais cette définition n'est pas inclue dans la loi. La loi, elle, donne dans le code monétaire et financier des définitions des cryptoactifs, mais de cryptoactifs qui n'ont pas, d'après les textes, le critère non fongible caractéristique des NFT. Donc voilà, aujourd'hui, je dirais qu'on attend la doctrine. Et quand même, en ce qui concerne en particulier toutes les personnes du monde de l'API et des médias, les conclusions du rapport de la mission CSPLA. En définitive, pour conclure, est-ce que ces évolutions qui se dessinent sont un progrès? Alors, on est sur la nécessité de permettre finalement au marché français de harmonieusement s'inclure sur un marché international et européen, avec les travaux qui sont également faits au niveau européen. Donc, je pense que c'est un progrès, effectivement, de stabiliser, de cerner, de sécuriser et d'offrir finalement un marché fiable, en particulier compte tenu de toutes les industries qui peuvent être en jeu, jeux vidéo, art et toutes les industries qui peuvent du coup se fixé sur la France comme un pays, encore une fois, fiable. Anne-Marie Pecoraro, merci d'être venue sur notre plateau. Merci Arnaud. Vous êtes toujours sur Décideur TV. Dans Lex Inside, on va parler des véhicules autonomes d'un projet de règlement européen avec mon invitée Charlotte Leroux, avocate au sein du cabinet Hogan Lovells. Charlotte, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. En quoi consiste ce projet de règlement européen sur les véhicules autonomes? Ce projet de règlement européen définit les règles d'homologation des véhicules autonomes. Alors, qu'entend-on par l'homologation et les véhicules autonomes? L'homologation, ce sont toutes les règles de sécurité, démonstration de sécurité que devront remplir un véhicule pour aller sur le marché français européen. Donc, le projet de règlement définit toutes ces règles et sont adaptés aux véhicules autonomes, ce qu'on n'avait pas avant. Et les véhicules autonomes, il y a plusieurs catégories. On part d'une échelle qui est de 0 à 5. En l'occurrence, le projet porte sur les véhicules de niveau 4. Ce qui est un standard défini par le SAE ISO, qui est une norme. Et le niveau 4, c'est un niveau qui permet aux véhicules de circuler sans l'intervention d'un humain. Ce qui est assez inédit, justement. Donc on attendait ce texte assez rapidement en Europe pour pouvoir commencer à mettre les véhicules sur le marché et que les constructeurs se préparent à ces normes. Donc ça, c'était un point assez capital. D'avoir ce texte qui définit ces règles au niveau européen. Que pensez-vous de ce texte? C'est une belle avancée, on est content de l'avoir puisqu'on avait beaucoup de textes qui commencent à apparaître au niveau des États-Unis bien sûr, mais au niveau européen, on attendait justement d'avoir un texte qui définit parce que les constructeurs ont besoin d'avoir plus de certitude pour construire leurs véhicules. Ça commence déjà, il y a bien des constructeurs déjà qui sont sur ces projets. Donc la certitude qu'engendre ce texte permet vraiment de commencer à déployer un peu le marché au niveau européen. En revanche, on a, alors nous au niveau de notre cabinet Hogan Lovells, décidé de prendre un peu les devants et de mettre en place un livre blanc qu'on a publié très récemment pour reprendre un peu les principes qu'on souhaiterait attendre sur ce texte et sur l'évolution de manière générale au niveau européen. Quelles sont les conclusions de ce livre blanc? 3 points.
3 points. Globalisation, harmonisation, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'on a déjà des textes qui préexistent, qui sont des règlements d'homologation des véhicules qu'on a actuellement sur la route, et on ne veut pas réinventer la roue avec ce texte. On veut que ce soit un texte qui puisse s'inscrire dans des principes qui sont déjà existants, ce qui facilitera la visibilité pour les constructeurs, et également avoir des procédures qui sont connues de tous sur le marché. Donc le premier point, cette globalisation et de pas réinventer quelque chose qui n'existe pas. Le deuxième point, c'est une attention particulière sur les questions de responsabilité et les questions de démonstration de sécurité. On voit qu'il y a beaucoup de confusion dans des projets au niveau étatique, national, au niveau européen. Et qui confondent un peu qui va prendre en charge l'homologation, c'est-à-dire l'entité qui va être responsable et l'entité qui va être responsable aussi de la démonstration de sécurité. Et cette entité-là, ça devrait être le constructeur de manière générale, mais vu au sens large, et pas juste le constructeur du véhicule en lui-même, puisque on a le véhicule autonome, on a le châssis, bien sûr, la voiture, mais on a aussi le système de conduite automatisé, donc le fameux ADS en anglais, qui importe. Donc on a 2 constructeurs finalement, dont un qui va définir toutes les règles de conduite dynamique du véhicule. Donc c'est pas un constructeur lambda comme on peut avoir un constructeur de siège. Je dis pas que les constructeurs de siège sont lambda, mais c'est très important d'avoir. On a 2 constructeurs maintenant qui ont une place dominante. Donc c'est de savoir qui va être responsable. Est-ce que c'est le constructeur du châssis et de la voiture ou est-ce que c'est le constructeur de l'ADS? Et votre troisième point? Et le troisième point, c'est aussi d'avoir un langage clair et de ne pas utiliser et plusieurs termes sont définis au niveau international et il ne faut pas qu'on utilise des termes dans les réglementations qui ne sont pas adaptés. Il faut qu'on arrive à s'harmoniser parce que cela laissera plus de visibilité aux constructeurs. Pour conclure, quels sont les défis qui vont s'imposer à l'Union européenne pour établir ce cadre réglementaire des véhicules autonomes? Aller de manière assez vite et bien. Vite parce que on a envie d'avoir ce marché qui se déploie plus rapidement en Europe et de pas être les derniers dans la course. Et bien d'avoir un cadre construit et harmonisé qui laisse beaucoup de visibilité aux constructeurs. C'est ça qui est le défi. Et on va avoir des réglementations au niveau national en dehors de l'homologation qui vont être sur les règles de conduite. Et il faut que sur ces règles de conduite, on ait aussi une harmonisation qui se fait d'un état à l'autre. On va conclure là-dessus. Merci Charlotte d'être passée sur notre plateau. Vous êtes toujours dans Lex Inside, je suis en compagnie de Fabrice Naftaski, avocat associé au sein d'EY Société d'avocats pour parler de sécurité de l'information. Quels sont les défis qui sont posés aux entreprises? Fabrice Naftaski, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors quels sont les nouveaux défis en matière de sécurité de l'information imposés aux entreprises depuis la crise sanitaire? Alors c'est vrai que le Covid s'est traduit par 2 phénomènes assez naturels. D'une part, le travail à distance qui s'est renforcé et la mobilité. Donc le travail à distance et la mobilité, ça signifie que potentiellement, on va utiliser des réseaux, des matériels, des équipements non sécurisés pour échanger des données sensibles. Dans un contexte où les entreprises ont dû déployer des solutions informatiques dans un délai extrêmement rapide. Alors qu'on sait que quand on déploie une solution informatique, il y a un certain nombre de phases. Il y a une phase d'appel d'offres, de RFP, au terme de laquelle on va comparer les garanties proposées par les prestataires informatiques sur tous les volets de sécurité, que ce soit la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité, la résilience du système d'information. Et cette phase, comme elle est restreinte, il y a donc moins d'investigation en matière de sécurité, d'une part, et d'autre part, toute la phase de recettes. On a aussi des recettes provisoires ou des recettes définitives de solutions a dû également s'accélérer. Donc tout ça, ça a généré un environnement avec plus de risques et qui s'est traduit par le fait que ce que constate l'étude EY qui a été effectuée auprès des RSSI,
c'est que les RSSI ont constaté plus de 82% d'augmentation de la menace en termes de cybersécurité, ce qui est énorme, à rapprocher également des chiffres de la CNIL, hein, qui dans son dernier rapport annuel 2020 a constaté qu'entre 2019 et 2020, elle avait reçu plus 24% de notifications de failles de sécurité. Donc ça, c'est effectivement un défi important pour les RSSI, parce qu'il y a potentiellement plus de failles de sécurité, donc ils doivent intervenir en prévention, c'est-à-dire préparer les équipes à identifier ces failles, améliorer les dispositifs d'authentification des personnes qui ont accès au système d'information, mettre en place des process de notification, puisque quand vous avez une faille de sécurité, vous avez des obligations de notification à la CNIL, des obligations en cas de risque important de notifier aux personnes concernées, et puis tout un arsenal juridique à mettre en place. Alors justement, est-ce qu'ils sont préparés à gérer ces nouvelles menaces ? Alors, ce que fait ressortir l'étude cybersécurité, c'est qu'ils sont pas parfaitement préparés à plusieurs égards. Le premier constat, c'est qu'il y a un manque de budget. Quand on doit déployer très rapidement des solutions innovantes, derrière, il est important d'avoir des budgets. Et 42% des RSSI font le constat que le budget qui leur est alloué ne leur permet pas de préparer correctement ces échéances. Il y en a même 39% qui considèrent qu'ils auront le budget lorsqu'il y aura eu une violation grave en matière de cybersécurité. Le deuxième constat qui m'a un peu surpris en lisant cette étude, c'est un manque de reconnaissance interne des RSSI. 4 sur 10 expliquent qu'ils ont des mauvaises relations avec la DRH, avec la direction marketing. 42% expliquent qu'ils sont pas consultés lorsque certains départements vont déployer des nouveaux dispositifs de sécurité, voire côté développement commercial, je crois qu'il y a 38 ou 39% qui disent que parfois on essaye même de les contourner pour accélérer la mise en place du service à distance. Et puis le troisième élément qui est très important également, c'est les difficultés de se conformer avec l'ensemble des réglementations qui vont s'appliquer au domaine de la cybersécurité. Alors justement, sur ces réglementations, comment expliquez-vous cette crainte des RSI sur ce sujet ? Alors cette crainte, elle est justifiée à double titre. D'une part, il y a une inflation des textes législatifs et d'autre part, il y a une fragmentation des textes en matière de cybersécurité. Certains vont réglementer l'utilisation de certaines technologies, comme l'Internet des objets. Certains vont réglementer des secteurs économiques, le monde pharma, le monde bancaire. Et puis surtout, on va avoir des textes différents d'un pays à l'autre. Si on prend l'Europe, rien que l'Europe, on a le RGPD qui a un volet sécurité assez important sur la protection des données. On a le Cyber Security Act qui doit permettre la mise en place de certifications de services, de process, de produits en matière de cybersécurité, qui renforce les pouvoirs de l'Agence européenne de cybersécurité, l'ENISA. Et puis on a des règles spécifiques aux opérateurs de services essentiels, c'est la directive Nice. On a des règles spécifiques aussi en droit français depuis la loi de programmation militaire de 2013 qui vont s'appliquer aux opérateurs d'importance vitale. Donc tous les opérateurs qui contribuent aux infrastructures, tout ce qui est télécom, transport, tous ceux qui contribuent à la santé ou à l'exercice des pouvoirs régaliens, donc il y a une douzaine de secteurs, vont être soumis à un niveau complémentaire de contraintes en matière de sécurité dont ils devront justifier auprès de l'ANSSI. Donc on le voit, il y a les notifications à la CNIL, il y a les déclarations à l'ANSSI avec un référentiel complémentaire à appliquer. Il y a des audits qui vont s'appliquer. Donc la situation des RSSI n'est pas forcément évidente dans ce contexte. Donc, en définitive, quel est l'impact de la réglementation sur les exigences de cybersécurité et quels sont les coûts associés ? Alors la bonne nouvelle, s'il y a une bonne nouvelle, c'est quand même que, et ça ressort aussi de l'étude, c'est que cette réglementation, elle a un impact vertueux dans la mesure où, si on prend par exemple le RGPD, il impose un principe de durée limitée
de conservation des données. Il impose un principe de minimisation quand vous collectez des données pour que vous ne collectiez que des données nécessaires au traitement. Il impose des règles renforcées de sécurité sur la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité, la résilience des systèmes d'information. Donc le fait de se mettre en conformité sur le volet données à caractère personnel va contribuer à améliorer le dispositif de sécurité de l'entreprise. Et l'autre constat intéressant de l'étude, au-delà de cet effet vertueux, c'est que c'est la conformité réglementaire et la deuxième justification qui permet au RSSI de motiver des demandes de budget complémentaires, donc pour renforcer le dispositif de sécurité de l'entreprise. Donc on voit que le RSSI va être amené à travailler de plus en plus avec les directions de la conformité, les juristes, ou à s'appuyer également sur des avocats. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est une source de stress, effectivement, la conformité réglementaire, mais c'est aussi une source de sensibilisation et une source de budget complémentaire pour les acteurs de la cybersécurité. On va conclure là-dessus. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci à vous pour votre invitation. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et à bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Lex Inside.